Salut, c'est Guillaume Haché. C'est une semaine un petit peu particulière pour 70 minutes avec parce que même s'il y a de très gros invités qui arrivent dans les semaines et dans les mois qui viennent, je n'ai pas su booker quelqu'un à temps pour aujourd'hui. Je voulais pas vous laisser sans rien non plus parce que c'est important quand on fait un podcast d'être régulier. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un mini épisode qui ne durera pas 70 minutes et qui ne sera sans personne. Cet épisode parlera de la crise gouvernementale qu'on a connue ici en Belgique cette semaine et il essaiera de l'expliquer à celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi toute l'affaire. Ok, let's go! Avant de commencer, j'ai peut-être une pensée pour ceux qui, parmi les auditeurs, ne sont pas belges. Je sais qu'il y a parmi vous des Français, des Suisses, des Québécois. Donc, je vais peut-être commencer par un petit préambule, et essayer d'expliquer un petit peu comment fonctionne notre système politique, ce qui fait sa particularité. Je pourrais parler de nos institutions et de la manière dont elles sont organisées en couches, mais on en a déjà quand même pas mal parlé avec Philippe Van Paresse il y a 2 semaines. Donc je vais tout de suite aller au principal, c'est-à-dire la façon dont sont organisées nos élections. Pour prendre à titre de comparaison l'exemple de la France, il y a en France 2 tours à l'élection présidentielle. Et au final, le grand gagnant, ce sera celui qui a le plus de voix. Et si le grand gagnant, par exemple Emmanuel Macron, n'a que, 24% des voix, et que 76% du peuple français n'a pas voté pour lui, et encore, là je parle de ceux qui ont choisi d'aller voter, c'est-à-dire pas tout le monde, Emmanuel Macron va quand même remporter la présidentielle. En Belgique, ça ne marche pas comme ça, puisque les votes qu'on fait autant pour les régionales que pour les élections fédérales servent en fait à élire les députés de la Chambre des représentants. Et c'est au sein de la Chambre des représentants qu'une coalition va devoir être faite. Ça veut dire concrètement qu'une majorité électorale doit être conclue entre les différents partis. Et une fois qu'un ensemble de partis politiques arrive à une majorité au sein de la Chambre, donc théoriquement à partir de 76 députés dans la Chambre des représentants, elle peut instaurer un nouveau gouvernement fédéral. Alors c'est un système qui a déjà l'avantage d'être plus représentatif, je dirais, du peuple que ce qu'on voit par exemple en France ou encore pire aux États-Unis où on sait qu'il y a des dérives très importantes du gerrymandering et encore plein d'autres problématiques. Mais il pose également le problème que il faut que parmi tous ces partis politiques, on parle des socialistes, des écologistes, des libéraux, des nationalistes, des sociochrétiens, il faut qu'une majorité de députés parmi toutes ces familles politiques concluent un accord pour une série de projets pour le prochain mandat. Et ça ne fonctionne pas toujours très bien. On a pu par exemple le voir en 2010, des tendances très différentes à travers les 3 régions. Et c'est ça qui avait mené à l'époque aux 541 jours sans gouvernement puisque personne n'arrivait à tomber d'accord. Même si, je le rappelle que c'est un seul gouvernement parmi 6, donc c'est pas la fin du monde quand on n'a pas de gouvernement fédéral, c'est loin d'être idéal, mais c'est pas la fin du monde. Et donc en 2014, on a vu arriver plein d'électeurs aux urnes voter pour la NVA en Flandre. Mais il y en avait déjà beaucoup en 2010, il y en avait vraiment beaucoup en 2014. Et du coup, ils ont pu former une majorité à la Chambre des représentants et former un nouveau gouvernement fédéral avec le mouvement réformateur, le MR, de centre droit francophone, l'Open VLD qui est son pendant néerlandophone, et le CDNV qui est donc le parti socio-chrétien de centre côté flamand. Et donc autrement dit, on suit la tendance générale qu'on voit à travers l'Europe de voter vraiment de plus en plus à droite, mais on a quand même ce système de coalition, le système de la Chambre des représentants, qui fait que c'est une forme de ceinture de sécurité. C'est-à-dire que concrètement, si on avait été dans un système à la française, peut-être que la NVA, qui a eu énormément de votes en 2014, peut-être que la NVA aurait été seule au pouvoir dans un système comme celui qu'on a en France. Mais ici, donc, ce n'est pas le cas, puisque en plus de la NVA, qui donc, on le rappelle, est un parti indépendantiste flamand, nationaliste, très à droite, en plus de ce parti-là, on a des libéraux, qui sont donc plutôt de centre droit, plus modérés, plus progressistes, alors que la NVA a quand même un petit peu ce côté réactionnaire conservateur. Je ne vais peut-être pas donner mon opinion sur la politique qu'a menée Charles Michel ces 4 dernières années avec ce gouvernement. Son ambition, c'était avant tout de relancer l'économie, et ils ont même réussi avec la NVA à se mettre d'accord pour mettre les problèmes communautaires de côté.
Et pour relancer l'économie, ils ont fait des tax shifts, ils ont réformé les pensions, réformé l'impôt des sociétés qui est passé de 33 à 29% et bientôt à 25%. Il y a eu la suppression d'un saut d'index, un petit cadeau au monde patronal. L'équilibre budgétaire a été reporté. Il y a eu un jobs deal. Bref, c'est une politique qu'on pourrait finalement comparer à celle d'Emmanuel Macron en France, donc qui ne plaît pas à tout le monde. Et au-delà des clivages traditionnels entre la gauche et la droite auxquels on est habitué, je dirais que ce qui a surtout marqué ce gouvernement de Charles Michel, ce serait d'abord sans doute déjà les attentats de 2016, c'est une tâche qui a incombé principalement à Yan Yambon, le ministre de l'Intérieur de la NVA. Et bien évidemment, l'Europe a connu ces dernières années une crise migratoire très importante, où on a vu, rien qu'en 2015, plus d'1 million de personnes entrer illégalement dans l'espace Schengen. Et l'asile et l'immigration sont justement des responsabilités qui incombent au secrétaire d'État Theo Franken de la NVA. Alors je m'attarde sur le cas de Theo Franken à l'instant parce que c'est un personnage qui a vraiment toute son importance quand on traite du bilan du gouvernement de Charles Michel. C'est un personnage politique très controversé ici en Belgique, puisque donc il est membre de l'NVA, Parti nationaliste flamand, mais au sein de ce parti de droite dure, il est lui-même vraiment dans la frange très 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 à droite. À titre d'exemple, quelques jours après avoir été nommé secrétaire d'État dans le gouvernement, on a découvert qu'il s'était rendu au 90e anniversaire de Bob Maass, qui est un sympathisant nazi qui avait collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a retrouvé des posts Facebook qui dataient de 2011 où il tenait des propos à connotation raciste, à connotation homophobe aussi. Et suite à ça, il a dû présenter ses excuses devant le Parlement. Et le 22 novembre dernier, il a même tenu des propos carrément choquants puisqu'il exprimait l'idée que sa politique migratoire était en partie inspirée de celle du Vlaams Belang, qui donc, Vlaams Belang, c'est vraiment le parti d'extrême droite flamand, complètement xénophobe, complètement raciste. Et voilà, donc il y a vraiment un malaise par rapport à ce gouvernement et par rapport à l'NVA au niveau de Theo Franken, qui est vraiment un personnage assez sinistre et assez susceptible, avec beaucoup d'insécurité, et qui utilise beaucoup Twitter. Donc sur certains aspects, il fait un peu penser à Trump. Voilà, donc là normalement, si vous n'êtes pas belge, vous avez appris des tonnes de choses sur notre système politique et notre histoire politique des 10 dernières années. Et on en arrive donc à aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement de Charles Michel a connu une crise ce mois-ci ? J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu aux Nations Unies l'introduction d'un pacte qu'on appelle le pacte de Marrakech en réponse aux crises migratoires qu'on évoquait plus tôt. C'est un pacte non contraignant qui doit être ratifié le 19 décembre prochain à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et comme on peut l'imaginer, tout ce qui touche à l'immigration, tout ce qui touche aux frontières, c'est vraiment un sujet brûlant. Et donc on a vu en réponse à cette actualité, on a vu beaucoup de campagnes de désinformation à travers l'Europe, y compris en Belgique. Donc pour rappel, ce pacte, c'est un pacte qui prône le multilatéralisme, c'est-à-dire une série de solutions, une série de mécanismes pour essayer de contrer les problématiques migratoires à plusieurs niveaux. Toute une série de choses qui doivent être faites non pas à l'échelle individuelle de chaque pays, mais à l'échelle européenne, voire mondiale, puisqu'on parle des Nations Unies. Et donc c'est un pacte qui, comme je le disais, n'est pas contraignant. Donc c'est avant tout un signal de bonne volonté de la part des gouvernements à travers le monde pour essayer de mieux gérer, du mieux qu'on peut, ces crises migratoires. Alors évidemment, tout le monde n'a pas accepté, et généralement, il y a une corrélation importante entre les gouvernements qui ont refusé de signer ce pacte et les gouvernements qui ont pris un virage très à droite ces 10 dernières années. Donc on pense par exemple à la Pologne avec son gouvernement très conservateur, très chrétien. On pense à l'Australie, on pense à l'Autriche, on pense au Brésil de Bolsonaro, on pense à Trump, et justement, on pense aussi à la NVA. La NVA est donc un parti nationaliste qui, quand on parle des questions migratoires, tient vraiment à garder les choses en main, à maintenir une certaine souveraineté. Et elle estimait que la signature de ce pacte de Marrakech allait à l'encontre de cette souveraineté et de cette autonomie à laquelle ils tiennent très fort. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le pacte de Marrakech est vraiment incompatible avec cette souveraineté et cette autonomie ? Pas sûr, on en reparlera dans quelques minutes, mais voilà, toujours est-il que c'était leur position, et ils ont lancé, il y a quelques semaines, une campagne
ce qu'on pourrait appeler une campagne de propagande contre ce pacte de Marrakech, où ils expliquaient que, grosso modo, le pacte de Marrakech, ça équivaut à l'ouverture des frontières et que c'était la fin du monde. Voilà, c'était vraiment des campagnes de peur très trash qui rappelaient très fort un petit peu les campagnes politiques d'extrême droite qu'on voyait par exemple en Allemagne. Alors la NVA mettait son veto absolu, boycottait complètement la signature de ce traité, alors que Charles Michel avait déjà promis à l'Assemblée des Nations Unies que la Belgique allait signer ce traité. Et donc il y a eu beaucoup de chahuts au sein du gouvernement Michel ces dernières semaines, puisque la NVA ne voulait absolument pas se laisser faire, et Charles Michel et le MR, le OpenVLD, le CDNV étaient plutôt en faveur de ce pacte, et Charles Michel avait déjà donné sa promesse. Du coup, ce qui s'est passé, et ce qui a amené cette crise gouvernementale, c'est que le 8 décembre dernier, les ministres NVA ont démissionné et ont quitté le gouvernement. Bonjour. Vous confirmez votre démission ce matin ? Oui, je peux confirmer ça. Oui. La lettre est partie, elle est envoyée ? La lettre sort et on va. Ça veut dire que c'est l'ensemble des ministres NVA qui ont aujourd'hui envoyé cette même lettre de démission. C'est clair, c'est net. C'est clair, c'est net. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences de la démission des ministres NVA ? Est-ce que ça veut dire que c'est maintenant un nouveau gouvernement, un gouvernement Michel II, puisque les rôles ont été redistribués, et par exemple, Alexander De Croo n'est plus le ministre de l'agenda numérique, mais il est maintenant au ministère des Finances. Didier Reynders, qui était le ministre des Affaires étrangères, a maintenant un super ministère avec à la fois les affaires étrangères et la défense. Donc voilà, il y a eu un petit mélange comme ça. On a redistribué les cartes, mais sans rajouter un nouveau parti ou de nouveaux ministres. Ou bien est-ce que c'est juste le gouvernement Michel I, mais amputé, voilà, avec quelques membres en moins? La question paraît super anecdotique et sans vraiment d'importance, mais en fait c'est super important parce que quand on forme un nouveau gouvernement, eh bien alors il faut procéder à ce qu'on appelle un vote de confiance au Parlement où les députés à la Chambre des représentants approuvent le nouveau gouvernement. Et là-dessus, les constitutionnalistes, les juristes qui sont experts en la question, se disputent beaucoup. Certains estiment que le gouvernement Michel ne doit pas obligatoirement procéder à un vote de confiance et qu'il peut continuer à fonctionner tel qu'il est actuellement avec ces rôles qui sont redistribués, sans la NVA donc. Et d'autres estiment que, non, c'est évidemment un nouveau gouvernement, c'est évidemment un gouvernement Michel II et il doit passer à la Chambre devant un vote de confiance. À l'heure actuelle, c'est plutôt la première solution qui a été choisie et il n'y a pas eu besoin d'un vote de confiance et le gouvernement Michel I a pu continuer à fonctionner sous cette nouvelle forme, qui est donc une forme minoritaire, ce qui est très particulier, puisqu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire du pays un gouvernement minoritaire au pouvoir, c'est très étrange. Une autre issue qui est possible pour ce gouvernement, c'est qu'arrive au sein de la Chambre des représentants ce qu'on appelle un vote de méfiance, donc c'est-à-dire c'est l'inverse d'un vote de confiance, on initie ce vote pour dire que le gouvernement doit être remplacé. Mais que ce soit dans le cadre d'un vote de confiance où la majorité n'est pas atteinte, ou bien dans un vote de méfiance où la majorité est atteinte, et où on aurait alors, dans un cas comme dans l'autre, de nouvelles élections anticipées, mais il faut bien comprendre que c'est quand même vachement la merde en fait, de faire des élections anticipées à ce stade maintenant, puisque déjà ça ne coûte pas rien, et qu'ensuite ça entraîne forcément une certaine instabilité dans le pays. À l'heure où toute une série de réformes doivent encore être passées, à l'heure où le Brexit va arriver, et donc c'est loin d'être vraiment souhaitable pour la Belgique. À ce stade, la question n'est pas encore vraiment résolue, puisqu'il y a encore certains politiciens dans le paysage belge, francophone et néerlandophone, notamment la NVA, qui estiment que le gouvernement qui est actuellement au pouvoir n'est pas le gouvernement qu'elle a quitté, et que c'est donc un nouveau gouvernement, puisque forcément sans la NVA le profil politique est très différent. Et donc on voit au sein de la Chambre des représentants certaines voix qui expriment l'idée qu'elles veulent faire soit un vote de méfiance, soit un vote de confiance. Une issue n'a pas encore véritablement été trouvée, mais on a quand même le sentiment que tout le monde est d'accord pour dire que même s'il y a de sérieux problèmes par rapport à la légitimité de ce gouvernement, ce qui est clair, c'est que si le gouvernement se retrouve dans une situation où il a perdu la confiance de la Chambre des représentants, et on doit alors passer le gouvernement dans ce qu'on appelle en affaires courantes, c'est-à-dire que ses compétences sont fortement limitées, ce serait quand même loin d'être idéal. Surtout quand on se dit que les prochaines élections sont de toute façon prévues pour mai 2019. On écoute tout de suite Olivier Chastel, le président du mouvement réformateur.
Pour l'EMR, le gouvernement fédéral de Charles Michel doit poursuivre le travail entamé il y a 4 ans. Ce gouvernement restreint n'est pas un nouveau gouvernement. Il doit donc rester concentré sur sa tâche jusqu'à la fin de la législature afin de répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Nous ne sommes pas favorables à des élections anticipées car notre pays a besoin de stabilité et des élections auront de toute façon lieu en mai prochain. D'ici là, nous devons poursuivre la concrétisation de notre projet politique en menant des actions prioritaires en matière de pouvoir d'achat, d'enjeux climatiques, de justice et de sécurité. Alors évidemment, lui est un petit peu biaisé puisque c'est son groupe qui est au gouvernement actuellement, mais toujours est-il qu'a priori, c'est comme ça que ça va se passer. Et du coup, un gouvernement minoritaire qui est au pouvoir, ça signifie qu'il est obligé, au cas par cas, sur chaque dossier, d'aller trouver des partenaires au sein de la Chambre des représentants. Et c'est pour ça qu'on a pu voir, il y a quelques jours, le Premier ministre Charles Michel se rendre au siège de chaque parti pour justement essayer de négocier des accords. On accepte de faire passer telle réforme, mais alors vous faites passer telle réforme en échange, etc. Voilà, le genre de petite combine politique. Et donc voilà, ça c'est le topo à l'heure actuelle. Mais comme le disait Olivier Chastel il y a un instant, dans quelques mois, il y a des élections. Et personne ne sait vraiment répondre à cette question, mais beaucoup d'observateurs soupçonnent, que ce soit dans le monde politique, dans l'opposition ou bien dans la presse, beaucoup soupçonnent que un facteur très important dans cette décision de la NVA de démissionner du gouvernement, un facteur très important, ce sont justement ces prochaines élections. On a eu ici en Belgique au mois d'octobre des élections communales, et le bilan de ces élections, de manière générale à travers tout le pays, c'était une vague verte, une vague écologiste très importante, tant au nord qu'au sud du pays. Et dans le cas de la NVA, une tendance qu'on a pu observer également, c'est que la NVA a perdu une partie de ses électeurs au profit du Vlaams Belang, le parti d'extrême droite. Alors, nombreux sont les observateurs qui ne peuvent s'empêcher de voir ici une situation où la NVA était dans une situation critique, où elle voulait récupérer ses électeurs qui avaient fui aux élections communales il y a quelques mois. Et pour ce faire, eh bien, ils ont mené ces campagnes très xénophobes à l'encontre du pacte de Marrakech. Une fois qu'ils ont quitté le gouvernement, ils appelaient le nouveau gouvernement sans la NVA, ils l'appelaient la coalition de Marrakech, donc vraiment de manière un petit peu méprisante, condescendante, comme si c'était une trahison par rapport à la sécurité du pays, au bien-être des Belges et ainsi de suite. Et de l'autre côté, le MR a connu une situation inverse, puisque ses électeurs à lui ont fui également, mais non pas vers l'extrême droite, donc le Parti populaire en Belgique francophone, mais à gauche, pour écolo. Et donc, le jeune électorat du Brabant wallon, de Uccle, de Woluwe à Bruxelles, qui était, un électorat historiquement très attaché au libéralisme et très attaché au MR, eh bien, ce jeune électorat-là a fui, visiblement, aux dernières élections communales pour voter plutôt pour écolo. Et ça, c'est quelque chose que le MR n'attendait pas du tout. Et du coup, c'était vraisemblablement très difficile pour le MR d'accepter de ne pas signer le pacte de Marrakech. Parce que ça n'aurait sans doute fait que empirer le bilan des prochaines élections, où encore plus du jeune électorat MR aurait fui vers écolo. On a pu voir en outre ici à Bruxelles une manifestation pour le climat, pour des mesures écologiques plus importantes, et qui a rassemblé, je crois, 75 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Donc c'est vraiment le mouvement inverse des Gilets jaunes, en quelque sorte. C'est vraiment l'écologie, on en veut plus, même si je sais bien que les Gilets jaunes, ça ne se résume pas à ça, et je caricature un peu. Et donc le MR, face à tous ces signaux, face à cette vague verte, cette vague écologiste, le MR est bien embêté. Parce que s'ils cédaient à la NVA et qu'ils acceptaient de ne pas signer le pacte de Marrakech, eh bien ils auraient fini par le regretter aux prochaines élections. C'est pour ça que, et là c'est juste mon analyse, mes prédictions, à mon avis, on va voir apparaître dans les prochains mois de plus en plus de collaborations, comme on le disait, des initiatives au sein de la Chambre des représentants, des collaborations sur certains dossiers, sur certaines réformes, entre le MR au gouvernement et écolo. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour OpenVLD et Groen du côté néerlandophone. Je pense qu'on va voir apparaître cette tendance-là parce que le MR va vouloir essayer, à mon avis, de récupérer ce jeune électorat aux tendances libérales d'un point de vue socio-économique, mais ce jeune électorat qui a aussi grande soif de mesures écologiques. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On évoquera encore une fois tous ces sujets-là certainement avec Alain Gerlache dans 2 semaines. Alain Gerlache qui est journaliste politique à la RTBF.
On parlera aussi très certainement avec lui des gilets jaunes, de la fracture écologique, des médias, des fake news, etc. Ce sera super intéressant. J'ai vraiment hâte d'enregistrer cet épisode et pour ne pas rater ça, je vous invite à vous abonner à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit iTunes, YouTube, Spotify, Pocket Cast ou tout ce que vous voulez, ça marche avec tout. Il y a un lien dans la description de cet épisode et on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye.